Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo sur l'avant-contrat. Une petite série, on va voir qu'il y en aura plusieurs, je crois que je vais faire en tout 3 ou 4. Peu importe, en tout cas, c'est des vidéos qui vont être très importantes. Pourquoi? Parce que vous soyez investisseur, que vous soyez tout simplement pour acheter une résidence principale, peu importe, vous allez passer par de l'avant-contrat. C'est bête et méchant, c'est du droit, il y a un champ lexical qui est un peu... qui est un peu spécifique, mais c'est important de connaître au moins le minima, ce que je vais vous illustrer à travers ces vidéos. Donc c'est un point qui est très important, c'est comme les annexes comptables en copro, c'est comme, voilà, il y a tellement de choses à connaître. Je ne vous demande pas que vous soyez des spécialistes, encore une fois, mais que vous connaissez au moins les bases lorsque vous allez échanger, que ce soit avec des professionnels de l'immobilier, donc des officiers publics ministériels tels que les notaires, mais également un agent immobilier, un investisseur. Voilà, c'est des termes qui sont relativement importants. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker et à vous abonner, comme d'habitude, contenu gratuit, si vous avez des questions dans les commentaires. Allez, on est parti. Le rôle de l'avant-contrat justement dans l'achat immobilier. Premièrement, c'est un accord qui est préalable. Donc on a d'un côté un acquéreur, de l'autre côté on a un vendeur qui ont convenu du bien, notamment son prix, avant de conclure l'avant-contrat. En effet, après la visite, si potentiellement le bien vous intéresse, voilà, un petit mail, une petite lettre, ça dépend à quelle école vous êtes. Voilà, le bien m'intéresse pour le prix de temps, bref, une proposition d'achat. Par la suite, aujourd'hui, après, on va voir les deux types d'avant-contrat. Alors, il y a plusieurs formes, voilà, mais pour, on va dire, un particulier, on va rester sur ces deux types de contrats qu'on utilise le plus souvent. Premièrement, donc, on va voir la PUV, c'est-à-dire c'est la promesse unilatérale de vente. De l'autre côté, on va voir le compromis de vente, qu'on appelle également la signature signalamatique. On va voir qu'il y a quand même des différences qui sont assez importantes. Moi, pour ma part, je signe surtout des compromis. Ça va dépendre de la personne et également ça va dépendre de l'actif et ça va dépendre également de la localisation. Je sais qu'il y a certains confrères, ils passent davantage par de la promesse, notamment unilatérale de vente. Comme je l'ai énoncé ici, ça varie surtout en fonction des pratiques locales. Donc on va rentrer en détail, on va commencer par la promesse et on verra par la suite donc le compromis de vente ou la signature sigmatique. Et je vous mettrai à chaque fois un petit tableau récap parce que moi j'aime bien prendre de la hauteur avec un petit tableau, au moins les idées sont claires. Alors, c'est quoi concrètement le rôle de l'avant-contrat? C'est vrai que c'est une question un peu bête, mais qui est quand même indispensable. Pourquoi on signe un avant-contrat? Qu'il s'agisse aujourd'hui donc d'une promesse ou d'un compromis, l'avant-contrat vise à lier les parties, laissant du temps, notamment pour l'acquéreur, pour trouver son financement, et au notaire, justement, pour préparer le document nécessaire, au notaire ou au clerc, dédicace à tous les clercs de notaire. Évidemment, on va avoir des conditions suspensives. L'engagement pris est soumis à la réalisation des conditions suspensives. La vente devient définitive avec la signature de l'acte chez le notaire. Conditions suspensives, qu'est-ce que c'est? Je vous fais vite un petit récap, on va en reparler plus tard. C'est une condition qui doit se réaliser. Généralement, au niveau des conditions suspensives, on va voir le financement. C'est-à-dire que monsieur Tartampion doit obtenir son prêt, son crédit immobilier avec un taux de temps sur une durée de temps. Voilà. S'il obtient, tant mieux, super, on va pouvoir d'un côté passer à l'acte justement chez le notaire. Si malheureusement il n'obtient pas malheureusement son crédit, c'est ciao ciao, au revoir et next. L'objectif étant, notamment pour un professionnel, c'est de trouver des accords solvables rapidement. Pourquoi? Parce que si d'un côté on va lui laisser une certaine période pour qu'il trouve son financement et qu'au final c'est pas possible, on perd du temps, on perd de l'argent. Un bien qui reste sur le marché, c'est jamais bon signe. Donc on va commencer par la PUV, la promesse unilatérale de vente. Premièrement, on a le mot unilatéral. On va voir, donc c'est l'engagement que d'une seule des parties. Le vendeur s'engage unilatéralement à céder le bien au prix convenu au bénéficiaire. Ça, c'est la première différence avec le compromis. On verra ça par la suite, je vous embrouille pas pour l'instant. Au niveau de la réservation du bien, donc le prometteur réserve le bien au bénéficiaire pendant une période spécifique connue sous le nom de délai d'option. Donc qu'est-ce que c'est que le délai d'option? Donc pendant ce laps de temps, le bénéficiaire a une exclusivité pour acquérir le bien aux conditions établies. C'est-à-dire qu'on a un vendeur qui s'engage seulement lui, qui s'engage à vendre son bien à un acquéreur. Par contre, son acquéreur, il est un petit peu libre. Voilà, c'est vraiment une des grandes différences entre aujourd'hui la promesse unilatérale de vente et le compromis. La signature de l'acheteur, donc dans la promesse unilatérale de vente, n'implique pas encore son engagement d'achat. Je parle bien de l'acquéreur. L'engagement de l'acquéreur, à ne pas confondre avec le vendeur. Elle témoigne simplement de sa prise de connaissance de la promesse faite par le vendeur. Alors vous inquiétez pas, il est en liberté, mais vous allez voir, il y a certaines conditions. Stabilité financière. Donc le prix convenu dans la promesse demeure fixe pendant toute la durée du délai d'option, offrant ainsi une stabilité financière des deux parties. Les conditions suspensives. Donc tout engagement pris dans la promesse unilatérale de vente est soumise à la réalisation des conditions suspensives, assurant ainsi la protection mutuelle des intérêts, notamment des deux parties, donc acquéreurs et vendeurs. La promesse unilatérale de vente
constitue une étape qui est préalable avant la signature de l'acte de vente chez le notaire. Je pense que vous avez compris, on passe soit sur la promesse, soit sur du compromis avant la fin de l'acte définitif chez le notaire. Alors, est-ce qu'elle est importante? Oui, elle est importante. Généralement, l'avant-contrat, c'est ce qui va déterminer par la suite l'acte définitif. Donc, il faut qu'il soit très bien rédigé. On verra par la suite, il n'y a que certaines propositions, notamment les agents immobiliers avec une carte T, peuvent réaliser notamment un compromis, par exemple. Mais je vous conseille de passer par des professionnels, vraiment ceux qui ont l'habitude de rédiger, c'est-à-dire des notaires ou des clercs, hein, voilà, parce que généralement c'est ceux qui bossent. Au niveau de l'indemnité d'immobilisation dans le processus d'acquisition, donc la contrepartie de la réservation. Voilà, forcément, je vous expliquais, il y a un avantage du côté notamment de l'acquéreur avec une certaine liberté, mais forcément il y a une contrepartie. Donc en échange de la réservation du bien, pendant le délai d'option, comme on a vu, accordé justement par le propriétaire, donc par le vendeur, l'acquéreur verse une somme d'argent appelée indemnité d'immobilisation. Ce montant, cette indemnité, donc souvent équivalente à 10% du prix de vente, alors 10% ça dépend, généralement on trouve un accord, 10% lorsqu'on est sur des biens à des prix on va dire qui ne sont pas stratosphériques. Toutefois, voilà, il peut être ajusté en fonction des accords convenus et par exemple, il peut être fixé à 5% surtout sur les biens élevés. Déjà, ça donne une certaine on va dire, image, hein, notamment de l'acquéreur, hein, parce que c'est vrai qu'avec certaines personnes, je ne vais pas les citer sur YouTube, qui énoncent que bon, on n'est pas obligé aujourd'hui de verser une contrepartie ou vraiment un montant relativement faible. Non, ça montre l'engagement de l'acquéreur. Et c'est important hein, de mettre justement ce prix, hein, quoi qu'il arrive, pour montrer qu'on est vraiment engagé. C'est bien beau de parler que la théorie, on est bien d'accord, mais c'est ce qui fait partie de l'immobilier et on oublie un peu, hein, c'est la théorie qui est relativement importante, la pratique également, hein, mais la théorie est importante pour revenir sur les fondamentaux. Bon, voici l'exemple aujourd'hui, donc prix séquestre, voilà, prix et versement de l'acquéreur, bon, à titre d'acompte, 25 000 €, bon, je voulais cacher également les informations essentielles, voilà, hein, c'est le prix versement par l'acquéreur. Bon, là, on était dans le cas d'un compromis. L'indemnité d'immobilisation dans le processus d'acquisition. Donc, l'acheteur peut verser cette somme dès la signature de la promesse par le biais d'un notaire ou d'un agent immobilier disposant d'une garantie de remboursement des fonds, donc une garantie financière. Toute agent immobilier aujourd'hui ne dispose pas d'une garantie de remboursement de fonds. Qu'on soit bien d'accord. Donc le mieux, moi, enfin, en tout cas, c'est mon petit point de vue, le mieux c'est de passer encore une fois par un officier public, un notaire, par exemple son notaire, c'est le mieux. Une agence, oui, c'est tout à fait possible, on est bien d'accord, on peut signer des compromis via une agence immobilière, on a de très bons agents qui rédigent correctement aujourd'hui des compromis, mais encore une fois, ce n'est pas des spécialistes, j'ai envie de vous dire, dans la rédaction, c'est pas forcément leur job. Avant tout, ça reste des intermédiaires entre un acquéreur et un vendeur. En l'absence de cette garantie, le versement intervient à l'expiration du délai donc de 10 jours, on en reparlera plus tard. Transmission en cas de décès du vendeur. Donc en cas du décès du vendeur, pendant le délai d'option, son obligation de vente se transmet à ses héritiers. Alors, le délai d'option et les modalités de décision de l'acheteur. Le délai d'option est établi donc entre 2 et 4 mois dans la promesse et confère donc à l'acheteur un droit exclusif du bien. Ça c'est important hein, de mentionner, un droit exclusif, pendant lequel le vendeur ne peut pas céder justement son bien à une autre personne, même si celle-ci propose une offre qui est beaucoup plus avantageuse. Voilà. Ça c'est un point qui est important à mentionner. L'engagement du vendeur. Donc si le vendeur ne respecte pas son engagement de réserve, le bien en bénéficiaire pendant justement ce fameux délai d'option, le bénéficiaire, donc c'est-à-dire l'acquéreur, peut intenter une action en justice, pouvant annuler la vente si le tiers acquéreur est au courant de la promesse. Dans le cas contraire, donc la vente demeure valide, mais le bénéficiaire peut réclamer des dommages et intérêts au vendeur. Bon, c'est-à-dire que quand on s'engage jusqu'au bout. Hein. C'est le principe d'un pré-contrat, bon, d'un contrat, c'est le principe. Et évidemment, si une des parties déroge, on va pouvoir l'attaquer en justice, ce qui semble également normal. Option à l'issue du délai, donc le lever d'option. Donc si l'acheteur choisit d'acheter à la fin du délai d'option, on va pouvoir donc lever l'option. Donc il notifie sa décision conformément au terme de la promesse, donc par LAR, lettre recommandée avec accusé de réception, et l'indemnité d'immobilisation sera déduite du prix final à la signature chez le notaire. Donc pas d'inquiétude, hein, ce n'est pas des frais supplémentaires, comme certains pourraient le penser. Si, à l'inverse, les acquéreurs renoncent à l'achat, donc en cas de renonciation par l'acquéreur, l'indemnité d'immobilisation demeure acquise au vendeur, sauf si la renonciation est due à des conditions suspensives non réalisées, comme par exemple le financement, permettant alors donc à l'acquéreur de récupérer intégralement son indemnité. Voilà pourquoi les conditions suspensives sont importantes.
Et voilà pourquoi également, quand on parle des fois de sans conditions suspensives, par exemple de financement, ça intéresse fortement aujourd'hui les vendeurs, parce que quoi qu'il arrive, on sait que le financement, c'est là où ça coince, on va pouvoir acheter rapidement, d'où l'intérêt des fois, si on passe devant tout le monde, c'est sans conditions suspensives. Par contre, attention, si vous n'obtenez pas votre financement, parce que des fois il y en a qui jouent, évidemment, derrière les conséquences peuvent être importantes. Donc on a vu donc la promesse unilatérale de vente, vous avez vu les avantages et les contraintes. Maintenant on va passer au compromis de vente. Donc engagement réciproque et des conditions suspensives. Donc premièrement on a un engagement réciproque, on va voir ça de suite. Donc le compromis, où on a vu la signature signalématique, est un engagement réciproque. Donc c'est-à-dire qu'entre l'acquéreur et le vendeur dès sa signature. C'est-à-dire que les deux sont engagés. D'un côté, donc, on a un vendeur qui s'engage à vendre le logement, tandis que de l'autre, on a évidemment un acquéreur qui s'engage à l'acheter aux conditions convenues, notamment le prix. Donc là, on a les deux parties qui s'engagent. D'où le principe d'une signature signalématique. Conditions suspensives. Donc malgré cet engagement, la vente définitive reste soumise à la réalisation des conditions suspensives. Même principe que la promesse unilatérale de vente. On va voir des conditions suspensives donc en attente. Notamment la condition principale qui est souvent évoquée, je vais vous dire c'est vraiment souvent, c'est l'obtention d'un prix par justement l'acquéreur. Donc le compromis de vente, donc engagement réciproque et conditions suspensives. Donc je vous ai mis un petit screenshot directement d'un compromis de vente avec évidemment les différentes conditions suspensives d'obtention d'un prêt. Donc ce qui est important de regarder, c'est évidemment donc les montants. Mais d'accord, bon là c'est un exemple, voilà. Ça remonte à 1,6%, c'était quand même intéressant quand on y pense. Également les différents organismes, donc généralement on va marquer tout organisme, parce que l'objectif étant c'est que l'acquéreur trouve son prêt le plus rapidement possible, et on va lui laisser généralement un petit délai, 45 jours, c'est largement suffisant. Le compromis de vente représente une étape préalable, je dis bien une étape préalable, avant la concrétisation justement de l'acte définitif, de la vente définitive. Également, même chose que la promesse unilatérale de vente. Les termes et les conditions de cette dernière sont énoncés dans le compromis. Et ils sont importants. Lisez bien votre compromis, qu'on soit d'accord, surtout si vous passez par des agents immobiliers qui n'ont pas forcément l'habitude de rédiger un compromis. Il faut être derrière, quoi qu'il arrive. Tout investissement, faut être derrière, faut passer derrière, faut lire, faut se questionner, ainsi de suite. Parce qu'une fois que c'est signé, qu'on soit bien d'accord. Établissant notamment un cadre juridique pour la transaction immobilière. Donc engagement conditionnel. Bien que les parties aujourd'hui s'engagent, la vente n'est finalisée qu'après la réalisation de toutes les conditions suspensives. Donc déjà, regardez bien les conditions suspensives, c'est un point important. Cela assure évidemment la protection mutuelle des intérêts, jusqu'à la signature de l'acte de vente définitif chez le notaire. Celle-ci est définitive, on verra par la suite la différence, si ça vous intéresse, entre l'acte définitif et aujourd'hui le compromis et la promesse unilatérale de vente. Le dépôt de garantie dans le cadre du compromis de vente, évidemment c'est pareil dans l'autre, on a vu forcément il faudra mettre un petit montant quoi qu'il arrive pour montrer notre intérêt et également pour sécuriser la transaction. Donc le compromis de vente inclut généralement la nécessité pour l'acquéreur de verser un dépôt de garantie en guise d'acompte sur le prix de vente. Habituellement, on a 10% du prix de vente. Je dis bien encore une fois, habituellement, en fonction du prix de vente. Si on est sur des prix à 2-3 millions, évidemment, ce ne sera pas 10%. Le dépôt de garantie peut être négocié à la baisse, par exemple 5%, encore une fois c'est un exemple, si le prix du bien est élevé. Mais quoi qu'il arrive, il faut avoir un montant qui, mine de rien, quand même, je ne vais pas vous dire très très important, mais qui engage vraiment aujourd'hui l'acquéreur. C'est important. Si le compromis est conclu par l'intermédiaire d'un agent immobilier ou d'un notaire disposant d'une garantie financière, on revient sur les mêmes propos que sur la promesse donc unilatérale de vente. Le dépôt de garantie peut être versé donc dès sa signature du compromis. En l'absence de garantie, le versement s'effectue à la fin du délai de rétractation de 10 jours. Comme je vous l'ai énoncé, donc ce dépôt de garantie sert d'acompte sur le prix de vente global. Ça renforce l'engagement de l'acquéreur. Le but étant, c'est d'un côté aussi pour le vendeur qui ne perde pas de temps. En effet, si le moindre zinzin aujourd'hui, on n'avait pas de dépôt de garantie dans le cas d'un compromis, la moindre personne qui serait intéressée et aujourd'hui qui n'aurait pas de financement ou qui évoque éventuellement pas de conditions suspensives, mais d'un côté il n'est pas engagé, donc il risque techniquement pas grand-chose. Voilà, on perdrait du temps, on perdrait de l'argent, ça serait compliqué. Là, ça montre vraiment l'engagement de l'acquéreur par la suite. Et s'il n'y a pas de conditions suspensives, d'un côté, le vendeur peut récupérer cette somme. Donc c'est quand même un engagement qui est important à ne pas oublier. Quand j'entends certaines personnes, oui, non, ça ne sert pas à grand-chose. Si, premièrement, ça montre l'intérêt, ça montre également l'engagement. Ça reste une somme qui est quand même, mine de rien, assez importante pour diverses personnes. Et derrière, on peut potentiellement la récupérer. Protection en cas de rétractation, donc la stipulation du dépôt de garantie assure une protection pour le vendeur en cas de rétractation de l'acquéreur.
notamment s'il n'y a pas de condition suspensive, comme on l'a vu sur la promesse unilatérale de vente. Surtout pour ça, c'est une protection pour le vendeur. L'engagement inébranlable dans le compromis de vente, donc renonciation limitée. En principe, l'acquéreur ne peut pas renoncer à l'opération, même en abandonnant le dépôt de garantie. Il reste rare que l'acte aujourd'hui prévoit une telle possibilité. On a également un recours judiciaire, pareil que sur la promesse de vente, on a vu juste avant. Si l'acquéreur refuse d'acheter malgré la réunion de toutes les conditions, le vendeur a le droit de le faire, justement qu'on en est en justice, donc on va vous l'assigner par la suite, et de réclamer des dommages et intérêts. C'est-à-dire que dans les deux cas, on va s'engager à acheter un bien, on a vu au préalable un prix de temps, si on a un financement de temps, si toutes ces conditions sont réunies et au final l'acquéreur essaie de s'échapper, on a également le dépôt de garantie, donc ce qui permet vraiment de protéger le vendeur. Comme je vous l'ai mentionné, donc dommages et intérêts, donc dans la plupart des cas, le vendeur opte pour la demande de dommages et intérêts, car l'acquéreur refuse souvent d'acquérir le bien en raison de contraintes financières. Une action en paiement devient alors donc plus pertinente, d'autant plus que le vendeur ne peut pas céder le bien à quelqu'un d'autre pendant la procédure, qui peut aujourd'hui s'étendre sur plusieurs années. Et oui, des fois c'est bien, à la place de l'assigner, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, le bien va être en stand-by, mais trouve un compromis entre les deux parties, bon écoute, tu me donnes temps, allez, on n'en parle plus. Ça se passe des fois comme ça. Clause pénale dans le compromis, donc souvent intégrée, même je viens de vous dire 99% intégrée dans le compromis. Une clause pénale prévoit de manière forfaitaire donc le montant des dommages et intérêts en cas de non-respect de l'engagement, offrant ainsi aujourd'hui une visibilité sur la compensation financière. Clause pénale et les conditions suspensives dans le compromis. Donc première chose, ça va être la clause pénale. Évidemment, c'est assez dissuasif. Vous allez voir pourquoi, parce que ça va fixer aujourd'hui le montant des dommages et intérêts du dépôt de garantie en cas de non-respect des engagements de l'acquéreur, agissant comme une double mesure dissuasive et punitive. Bon, là, la partie conseil, je vous dis, allez voir directement un notaire, il connaît mieux le sujet que moi, donc n'hésitez pas, mais voilà, en grosso modo, c'est recommandé d'inclure une condition suspensive dans le compromis, reliant évidemment la vente de la signature de l'acte définitif. Comme ça, en cas de décès, cette clause assure que les héritiers respectent justement les engagements pris. Les héritiers doivent évidemment respecter les engagements. L'avant-contrat peut contenir une condition suspensive, assurant évidemment la survie de l'acquéreur à la signature de l'acte notarié. Le compromis précise que les frais de vente et les prix doivent être réglés pour la validité de la vente. L'absence de paiement, évidemment, rend le contrat caduc, libérant ainsi les parties de leur engagement. Le vendeur ne peut pas se soustraire à des obligations en restituant le dépôt de garantie. En cas de rétractation, l'acquéreur peut le contraindre en justice pour la signature donc, de la vente et réclamer encore une fois des dommages et intérêts. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est un avant-contrat, c'est comme une sorte un contrat partie acquéreur, partie vendeur. On respecte ce qui a été mentionné dans l'avant-contrat, dans le compromis ou dans la promesse unilatérale de vente. Si l'une des deux parties ne respecte pas, évidemment, on va pouvoir d'un côté réclamer de dommages et intérêts. Après, il y a plein de clauses à mettre en fonction évidemment de ce que vous vendez. Si c'est par exemple du viager, c'est vraiment précis, donc assurez-vous d'être accompagné par un vrai professionnel, par un vrai notaire. Sinon, si c'est un logement classique, bon, il y a un très compliqué, les notaires ont l'habitude, ils en signent des fois plusieurs par jour, donc pas d'inquiétude sur ce point-là. C'est vraiment des professionnels spécialistes de ça. Allez, on arrive à la fin, donc petite question comme d'habitude. Signez-vous aujourd'hui des promesses unilatérales de vente ou une signature cinématique, donc c'est-à-dire un compromis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Également, n'oubliez pas le petit like et on s'abonne et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.